Donc, mon nom, c'est Jean Barry. Je suis avocat, administrateur au Centre québécois du droit de l'environnement. J'ai fait une thèse de doctorat sur le droit d'accès à l'information environnementale et mon mémoire de maîtrise portait sur le BAP et la procédure d'évaluation et d'examen des impacts. Donc, je suppose que c'est pour ça qu'on m'a demandé de parler de ces deux sujets-là aujourd'hui. Et pour en parler, je vais avoir besoin de ma présentation. Mais comme bon juriste, je suis un être obtus pour qui la vie se résume à ce qui est écrit dans un texte de loi. Donc, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez d'acceptabilité sociale. Je ne sais pas ce que ça signifie parce que ça se retrouve nulle part dans un texte légal au Québec. C'est un concept, je le comprends, je peux comprendre qu'il existe des concepts, mais ce que j'ai essayé de retrouver qui se rapproche le plus, c'est certains principes de la loi sur le développement durable, des principes juridiques qu'on a tous intérêt à connaître ici, parce qu'entre autres, c'est la grille d'analyse qu'utilise le BAP lors des consultations publiques. Parmi ces principes juridiques-là, le premier, équité et solidarité sociale, bon, vous pouvez les parler comme moi, ça me semble correspondre à un souci d'équité intra- et intergénérationnelle. Ça me semble correspondre un peu à l'acceptabilité sociale. Et les deux principes suivants, participation et engagement, et accès au savoir, bon, bref, sont nécessaires à une certaine forme d'équité, de solidarité sociale et accessoirement à la fameuse acceptabilité sociale. Donc, je vais vous entretenir en commençant par l'information, parce que nous faire participer et être consulté quand on n'a pas l'information, ça se résume un peu à cause toujours mon lapin, parle, jase, tout le monde en parle, mais on ne sait pas de quoi. Donc, il faut être informé. Malheureusement, au Québec, il y a plusieurs lacunes de ce côté-là. Je fais remarquer qu'en 1978, lorsqu'on a modifié la loi sur la qualité de l'environnement, le droit de l'environnement avait joué un rôle précurseur parce qu'il n'y avait même pas de loi d'accès à l'information ni au Canada ni au Québec. Et à ce moment-là, on a créé des mécanismes, je vais les détailler un peu plus loin, pour informer les citoyens. C'était une première. Par exemple, on avait le droit, depuis 1978, de demander au ministère de l'Environnement des renseignements concernant les contaminants émis, dégagés ou présents dans l'environnement. On a créé en 1978 un registre public où on pouvait retrouver comme citoyen les demandes d'autorisation et les certificats d'autorisation. On a créé des mécanismes aussi comme le BAP pour consulter les citoyens et des mécanismes d'information obligatoires. Par exemple, depuis ce temps-là, l'étude d'impact préparée par le promoteur est obligatoirement rendue publique. Et on a une période de consultation et le rapport du BAP est aussi obligatoirement rendu public. En 2006, on a adopté une loi sur le développement durable. On a mis dans notre charte québécoise un droit fondamental à un environnement sain et respectueux de la biodiversité, mais on a considéré que le fameux développement durable et ce droit fondamental-là nécessitaient aucune remise en question de nos mécanismes d'information qui datent tous d'une trentaine d'années, si ce n'est pas plus, dans le cas de la loi sur la qualité de l'environnement, parce que la loi sur l'accès va être adoptée seulement en 1982. Donc, le développement durable, semble-t-il que nos mécanismes d'information et de participation sont solubles dans ce nouveau concept de développement durable. La loi sur l'accès à l'information, je résume, on l'appelle la loi sur l'accès, son principe fondamental, c'est à l'article 9, ça dit « Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public ». Ça paraît clair, ça semble bon. Par contre, en droit, vous savez, c'est les exceptions qui sont souvent les plus importantes. Et parmi ce qui concerne le droit minier, il y a des lois qui contiennent des dispositions dérogatoires à la loi sur l'accès. Des lois, des dispositions qui disent carrément la loi sur l'accès, elle ne s'appliquera pas. La loi concernant les droits sur les mines a quelques dispositions du genre, dont une que j'aime particulièrement, celle-là, la 80.3, qui dit que malgré l'article 9, qui dit que toute personne a le droit aux documents, bien, ça finit en disant « Nul n'a droit d'accès aux documents et renseignements obtenus dans l'application de la présente loi ». Donc, vous ne pouvez même pas, comme citoyen, juger comment est appliquée la loi concernant les droits sur les mines, parce que tous les renseignements qui sont obtenus dans l'application de cette loi-là vous sont expressément ils ne peuvent pas être divulgués en vertu de la loi sur l'accès, vous ne pouvez pas faire une demande sur l'accès. Donc, tout le débat social autour de la question des droits miniers, on doit se référer au vérificateur général, à des déclarations générales du gouvernement qui dit qu'il y a 9 minières sur 20 qui auraient versé tant, mais c'est impossible de savoir particulièrement telle minière, est-ce qu'ils ont versé combien pour la production. Les informations qui relèvent de cette loi-là sont exclues de l'application de la loi sur l'accès. Vous avez le même genre de clause dans la loi sur les mines, encore là, il y en a quelques-unes, où ce que, dans un chapitre de la loi sur les mines intitulé « Plan, rapport, etc., ce qui est drôle,
Nul n'a droit d'accès à ces rapports-là au plan registre fourni au ministre en vertu des articles 220, 221, etc. D'ailleurs, dans la loi concernant les droits sur les mines, c'est assez frappant, les amendes qui sont prévues à un fonctionnaire qui divulguerait ce type d'informations-là sont 2 fois plus élevées que celles imposées à une entreprise qui ne remettrait pas les rapports obligatoirement exigés par la loi. Ça vous montre un peu l'ordre de grandeur. Dans les 2 derniers projets de loi sur les mines qui devaient modifier, il n'y avait aucun changement sur ces questions-là. L'accès à l'information, malheureusement, ça passe souvent sous le radar. Dans la loi sur l'accès, bon, le principe est tempéré par de nombreuses exceptions. Les 2 principales sur lesquelles tous les groupes de citoyens environnementaux se butent, c'est la catégorie des renseignements qui sont fournis par des tiers, les tiers étant les entreprises qui demandent des autorisations pour toutes sortes de raisons, qui fournissent des documents à l'État pour toutes sortes de raisons, et qui peuvent avoir des incidences sur l'économie. Et l'autre, c'est les renseignements qui peuvent avoir des incidences sur les décisions administratives et politiques. Là-dedans, là, c'est tout ce qui est avis, recommandations, analyses qui sont effectuées au sein des ministères par les différents fonctionnaires, les biologistes, etc. Vous ne pouvez pas avoir ça. La loi sur l'accès le prévoit expressément. Donc, sur les renseignements, par exemple, l'article 23, c'est le classique, c'est qu'un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers. Bon, ça peut se discuter. Il n'y a aucune définition de secret industriel dans la loi au Québec ni au Canada. Mais un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers, habituellement traité par un tiers de façon confidentielle sans son consentement. Une information de nature environnementale recherchée par un citoyen ou un groupe de citoyens ou des élus municipaux, parce qu'ils le font eux aussi, c'est très souvent de nature industrielle, financière, commerciale, scientifique ou technique. C'est assez difficile qu'une information environnementale n'arrive pas de front avec cette disposition-là. Mais en 1982, au moment où on adaptait ça, on n'a pas envisagé les conséquences néfastes que c'était pour avoir sur le droit d'accès à l'information environnementale. La suivante, c'est la même affaire, c'est sur le préjudice éventuel qui serait causé au tiers. Donc, lorsqu'une divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion de contrat, c'est même pas entraver le contrat, c'est entraver la négociation d'un contrat. Tu peux faire plusieurs négociations qui arriveront de toute façon pas à la conclusion d'un contrat, mais donc c'est très, très large et ça justifie les différents ministères, dont le ministère de l'Environnement et la Commission d'accès à l'information, de refuser la divulgation d'un très grand nombre de documents. J'ai mis ici, là, je ne fais pas l'énumération de tout ça, et c'est une faible partie des documents fondamentaux des études hydrologiques, géologiques, des études d'impact sur le bruit d'une carrière, des documents qui accompagnent des demandes de certificat d'autorisation, des rapports de caractérisation des sols. C'est plein, qui sont régulièrement refusés au point où plusieurs groupes environnementaux ne font même plus de demande d'accès parce qu'ils disent que ça ne donne rien. Dans la loi sur la qualité de l'environnement, comme j'ai dit tantôt, en 1978, on a mis des mécanismes particuliers sur l'information environnementale, avant la loi sur l'accès. On a donné en 1978 un droit aux citoyens, un droit à la qualité de l'environnement et un droit de prendre une injonction pour faire respecter les conditions d'autorisation des projets. La forme passive, là, ce qu'on appelle en droit, c'est que là, l'État attend des demandes. S'il n'y a personne qui fait une demande d'information, il est correct, il est tranquille. Donc ça, c'est plutôt le genre de la loi sur l'accès. Mais il y a un article dans la loi sur la qualité de l'environnement qui correspond à ça. La forme active, c'est le registre dont j'ai parlé tantôt et la procédure d'évaluation et d'examen dont je répéterai plus tard. La forme passive, c'est l'obligation, c'est depuis 1978 que cet article existe. Toute personne a le droit d'obtenir du ministère des renseignements concernant la qualité les renseignements concernant la quantité, la qualité et la concentration des contaminants. Malheureusement, depuis 1996, la Commission d'accès à l'information a tranché, le ministère de l'Environnement a sauté là-dessus à pieds joints, que cet article-là, il faut absolument que ce soit des renseignements qui concernent des contaminants qui soient présents dans l'environnement, une fois que c'est contaminé. Vous ne pouvez pas obtenir, en vertu de cet article-là, une demande d'autorisation ou un document qui dit, bon, bien, telle compagnie prévoit émettre 2500 tonnes d'oxyde de je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas des contaminants qui sont émis dans l'environnement, ils ne sont pas encore présents dans l'environnement, donc 118.4 ne s'applique pas. Parce que l'intérêt de 118.4, c'est le dernier alinéa, il lui exclut toutes les restrictions de la loi sur l'accès. Si vous êtes capable de vous servir de cet article-là, le gouvernement ou le ministère, normalement, ne peut pas vous opposer les restrictions là, des articles 23, 24, les recommandations, etc. Mais il faut que ça soit maintenant là-dessus. Certificat d'autorisation, la même affaire. On pensait, depuis 1978, on a un registre et un certificat d'autorisation. Malheureusement, un certificat d'autorisation, c'est ceux qui en ont vu, c'est peut-être 2-3 pages. Et souvent, on dit, vous êtes autorisé à la condition suivante. Et là, on fait référence à la lettre envoyée par le directeur général de Cisco en date du.
Bon, ça, c'est un document qui a été envoyé par un tiers. Il faut avoir son autorisation pour que ça soit divulgué. Généralement, il ne la donne pas. Donc, vous ne pouvez pas savoir les conditions d'autorisation d'un projet, même quand il y a eu des audiences publiques au BAP. Fondation Rivière en a fait la preuve, par exemple, avec la rivière, bon, le nom m'échappe là, sur la Côte-Nord, mais on ne peut même pas savoir, après un débat public, quelles ont été finalement les conditions d'autorisation qui ont été accordées. Donc, encore moins prendre un droit, exercer son recours à l'injonction, on ne sait pas c'est quoi les conditions d'autorisation. Donc, les principes d'une réforme nécessaire, le Québec est très en retard en termes d'accès à l'information comparé à l'Europe et d'autres provinces canadiennes. C'est le principe juridique, c'est d'égalité d'accès à l'information. Au Québec, on n'est pas égal en droit, surtout pas du côté de l'information. Les entreprises et l'État ont un paquet d'informations qui ne sont pas disponibles à l'ensemble de la population. Donc, faire un débat social intelligent et éclairé, quand l'autre côté a 2 fois plus d'informations que vous, à mon avis, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait des obligations de divulgation automatique, les nouvelles technologies le permettent, des registres facilement consultables qui donnent accès directement aux documents. Le registre public de la loi sur la qualité de l'environnement, à l'heure actuelle, c'est d'une antiquité incroyable. Et il faut réformer la loi sur l'accès. Maintenant, la procédure d'évaluation des examens, je vais très vite. Quelques lacunes, parce que ça, c'est quand même assez plus connu. Les critères d'assujettissement, par exemple, sur les mines, c'est un seuil qui détermine quand la procédure d'évaluation d'examen va être enclenchée, pouvant amener à des audiences du BAP. Sur les mines, les seuils sont tellement élevés qu'il y a très peu d'audiences du BAP. Par exemple, c'est 7 000 tonnes par jour pour les mines. Si une mine a 6 950 tonnes prévues de production quotidienne, le ministre, dans la loi actuelle, n'a pas l'autorisation, n'a pas le droit d'assujettir ce projet-là à la procédure. C'est 7 000 par décret. Si tu passes en dessous, les petites centrales l'ont fait plusieurs fois, tu t'arranges pour passer en dessous des seuils d'assujettissement, tu n'auras pas à te farcer le processus d'audience publique et l'obligation de préparer une étude d'évaluation des impacts. Au Québec, il y a une absence de consultation sur le contenu des études d'impact, contrairement à ce qui existe au gouvernement canadien. Donc, ce qui peut donner des études d'impact de 10 000 pages. Il y a 100 pages sur la vie sexuelle des mouches noires dans le Grand Nord, mais il y a une demi-page sur la justification des projets, et c'est ça qui intéresse le monde. L'étude d'impact de la Romaine est exactement un cas comme ça. Le pouvoir discrétionnaire, c'est le ministre qui décide du moment où l'étude d'impact va être rendue publique et de sa qualité. On a souvent des études d'impact incomplètes, mais contrairement, par exemple, à ce qui existe en France, vous ne pouvez pas aller devant un tribunal pour faire obliger à recommencer une étude d'impact qui ne satisferait pas aux critères légaux, on n'en a pas, et même faire annuler une autorisation émise en vertu d'une étude d'impact jugée incomplète par un tribunal. Ici, au Québec, c'est impossible, ça a été essayé, ça ne fonctionne pas. Un rôle restreint pour le BAP, qui arrive à la toute fin d'une procédure, dans un temps limite de 4 mois. Donc, souvent, il y a plusieurs critiques qui sont adressées, on les adresse au BAP, mais en réalité, c'est la procédure d'évaluation elle-même qui devrait être à revoir, parce que le BAP n'a pas un mot à dire sur la qualité de l'étude d'impact qui lui est présentée. L'analyse faite par les services internes du ministère de l'Environnement n'est pas disponible pour les audiences publiques, ce qui est ridicule. C'est une contre-expertise, parce que l'étude d'impact est préparée par le promoteur. Mais cette analyse-là n'est jamais disponible pour les audiences, elle est disponible après les audiences. Et le gouvernement n'a aucune obligation de motiver, contrairement à ce qui existe en Europe, sa décision. Vous êtes un citoyen, vous allez le soir, vous participez à des audiences publiques, vous écrivez un rapport, vous pensez, parce que ça se retrouve dans le rapport du BAP, vous dites « yeah, on est en train de gagner », et là, vous voyez la décision du gouvernement qui écarte l'ensemble des recommandations, mais vous ne pouvez pas savoir la motivation, il n'y a aucune obligation de motiver pourquoi ils ont décidé. Donc, les pistes de solutions, j'en mets là, des consultations sur le contenu de l'étude d'impact, des informations rendues obligatoires plutôt que d'attendre recevoir une étude d'impact de 10 000 pages, comme dans le cas de la Romaine, puis tu as 45 jours pour étudier ça. Au fur et à mesure que les études sortent, ça devrait être rendu public sur un registre d'évaluation environnementale, comme il existe au niveau canadien, c'est pas rien d'extraordinaire. L'analyse du ministère devrait être présente, les décisions motivées, la publicité des conditions d'autorisation. Tout le monde devrait connaître les conditions d'autorisation, comme Mme Kirouac a dit tantôt, et s'assurer que c'est celles-là qui sont vraiment mis le suivi, que c'est vraiment ces conditions-là qui soient appliquées et que le citoyen puisse jouer son rôle d'acteur du développement durable. Comme j'ai dit, c'est ce que je connais. Le financement des citoyens là-dessus, parce qu'au Québec, on n'a rien par rapport à ça. Et la fameuse évaluation environnementale stratégique qui aiderait, qui est en amont des projets particuliers, examiner des filières, comme entre autres la filière d'uranium, avant de commencer à analyser des projets un par un. Donc, en conclusion, selon moi, l'accès à l'information puis la participation du public, c'est des principes juridiques essentiels.
à l'atteinte d'un développement qui soit collectivement, d'un développement qui soit durable, au respect du droit fondamental qui nous est reconnu à chacun de nous autres, à un environnement sain et respectueux depuis 2006, et aussi à la fameuse acceptabilité sociale dont on m'a demandé de vous entretenir rapidement.